Bon, il y a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui, hein. La grosse nouvelle de l'aérospatiale. Oui, le projet vous faites Bromo. une transition parfaite, Sophie, pour le dernier sujet de l'émission, effectivement. C'est, alors la création, on n'y est pas encore, mais il y a un Memorandum of Understanding, voilà, un contrat de mariage, on peut le dire comme ça. Ouais. Bromo, Ouais. Airbus, Thales et l'italien Leonardo qui décident de s'allier pour concurrencer, encore une fois, l'hégémonie américaine. Quelles leçons on peut tirer? Alors d'abord, peut-être, Ludovic, pour commencer, c'est la une de la tribune. Aujourd'hui, vous en parlez. Que prévoit cette alliance potentiellement? Donc, il y a, on va dire, ces trois acteurs là, que vous venez de nommer. Oui. Donc Airbus, qui est germano-hispano-français, Thales, groupe français évidemment, et Leonardo, groupe italien. Naissance d'un champion européen du spatial. On montre la une de la tribune pour ceux qui nous regardent. Contrat de mariage historique, mais je reviendrai après parce que derrière c'est aussi une lecture intéressante par rapport à comment le monde évolue vite et sur lequel le mouvement qui est fait, c'est un groupe qui va peser s'il naît, parce qu'il faut le faire, il faut le feu vers Bruxelles d'abord, et ça va être un bon crash test. Ça va être un des grands enjeux, de savoir si on est capable de monter une politique Bruxelles industrielle. nous a beaucoup déçus sur certaines opérations si elles avaient eu lieu. Oui. On n'en serait pas là dans certains domaines. Donc on va voir comment Bruxelles se comporte à l'heure de la souveraineté technologique et tout ça, parce que là on y est vraiment clairement sur la souveraineté, au cœur de la souveraineté. On parle de satellites. En gros, c'est un groupe qui va concevoir, produire des satellites. Alors c'est des satellites météo, c'est des satellites télécom, mais c'est aussi des satellites qui ont des ressorts en termes de défense nationale et de protection. C'est aussi une question de souveraineté européenne. C'est une question de souveraineté. C'est un groupe qui pèsera, si on prend les trois là regroupés, il pèse 6,5 milliards d'euros à peu près de chiffre d'affaires. C'est 25 000 personnes. Ok, sur la photo, c'est merveilleux et tout ça. Maintenant, il faut voir les conditions de naissance de ce groupe. Et les conditions de naissance de ce groupe, et ça nous prouve à quel point le monde va très vite. Ces acteurs-là, qui étaient encore il y a 20 ans, quasiment le trio de tête, on va dire, dans le marché du satellite. Mais le marché du satellite, à l'époque, c'était des satellites de 2-3 tonnes. C'était des gros trucs, vous savez, qu'on a tous vus en photo et tout ça. Eh bien là, aujourd'hui, ils se sont fait décranter. Ils se sont fait décranter. Le marché est écrasé par Elon Musk aujourd'hui. Et c'est alors oui, on parle d'un Airbus du spatial. Ce qu'il ne faut pas dire, parce que ça énerve Airbus, parce que là, le contrat de mariage, c'est pas que Airbus. Il faut faire naître les trois entités, Thales et Leonardo, en même temps. Mais c'est un contrat de mariage qui est fait dans l'urgence aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face à un Starlink, Elon Musk, face aux acteurs chinois, qui sont partis notamment sur le microsatellite avec des lancements massifs. Juste pour situer, Starlink vient de passer la barre des 10 000 satellites envoyés. Il décolle tous les 5 minutes. Donc là, c'est aussi un plan de sauvetage d'une filière européenne, une sortie par le haut, on va dire, mais c'est un plan de sauvetage. C'est des entités, notamment pour la partie Airbus et Thales, c'est des entités qui, il y a encore 1 an, étaient en restructuration et avec plan de départ. Donc il y a une... Les commandes de gros satellites ont chuté de moitié ces dernières années. Évidemment, si l'Europe veut continuer à maîtriser certains domaines clés, que sont les télécoms, la défense, l'observation, et ce sont des domaines clés en termes de souveraineté dans le monde dans lequel on rentre. Et des marchés colossaux. Les télécoms, c'est 1000 milliards de dollars. Il faut que ce nouvel acteur Bromo apparaisse. Je ne sais pas si ce sera le mot final, le nom final de, parce que Bromo, c'est presque une bromance entre trois grands groupes. C'est un peu bizarre comme nom d'entité, mais ce qui est clair en tout cas, c'est que c'est un énorme enjeu en termes de souveraineté et de maîtrise technologique, de savoir-faire. Et là aussi, attention, parce que ça va très vite et l'Europe s'est fait déborder sur le microsatellite. Voilà. Est-ce qu'on a la taille critique avec Bromo, on va l'appeler comme ça pour l'instant, pour jouer face à SpaceX, dont la filiale, c'est quand même dans les télécoms, c'est 45% du chiffre d'affaires mondial. Enfin, ils se sont taillés une part du lion. Encore une fois, est-ce qu'il est encore temps de rattraper notre retard? Moi, ça me fait un peu penser dans les... Bon, c'est comme ça, mais même à l'histoire du pari sur les types d'avions qu'allaient être les avions du futur. Vous savez, à l'époque, il y avait du coup Airbus qui avait pris le
le créneau du gros. On voit comment on se bataille sur le SCAF. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Et puis du coup, effectivement, les Américains étaient restés sur la taille intermédiaire. Bah, finalement, c'est pas le gros qui a gagné, c'est pas le cargo finalement qui a gagné. Donc moi, j'ai un peu, enfin voilà, moi j'ai beaucoup de craintes sur cette. Déjà parce que on essaye de le mettre comme une sortie vers le haut, mais c'est tout simplement, on essaye de sauver les meubles. Ouais. Et là, on a la même chose, c'est-à-dire que, et je ne jette la pierre à personne, puisque je pense que même aux États-Unis, on pensait pas que les petits lanceurs allaient avoir un tel succès. Bah, oui. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Starlink, si je me trompe pas, il y en a un deuxième. Il y a Amazon qui arrive. Il y en a plein. Oui. Et il y a le programme européen, IRIS2. Voilà. Et en fait, je pense que là, on voit à nouveau encore ce problème de dynamique et de laisser l'initiative privée, c'est-à-dire que aux États-Unis, on s'y attendait pas. Voilà, il y a Starlink et puis d'autres qui ont commencé à faire des lanceurs de plus petite taille. Oui. On s'est aperçu, y compris les Chinois. Hein. Exactement. On s'est aperçu qu'en fait, ça rendait un service, que ça rencontrait une demande, et en fait, c'est eux qui maintenant dominent le marché. Et comme nous, on laisse pas cet espace de créativité suffisant pour des projets, mais on est toujours en train de dire oui, des initiatives. Non, ça marche pas en fait, des initiatives. Il faut laisser effectivement le privé pouvoir lui tester des nouvelles choses, et en fait on ne lui laisse pas suffisamment cette capacité. En même temps, SpaceX dépend aussi des commandes de la NASA. Oui, c'est quand même énormément d'argent public qui a permis l'explosion. On veut toujours que ce soit la DARPA qui ait été, mais en fait non, au départ c'est vraiment des capitaux privés qui ont financé ces projets. Et donc le problème, effectivement je suis peut-être un peu monomaniaque là-dessus, mais je pense que notre gros problème, c'est que nous avons en Europe un financement essentiellement basé sur un système bancaire très gros qui oriente les fonds. Aux États-Unis, c'est le marché financier, et sur l'innovation, les banques, elles savent pas faire, parce qu'une banque, ça prend pas des risques d'innovation. Et là, on a un gros défaut de fabrique. Donc désintermédiation des financements et l'union des marchés de capitaux. C'est ce fameux marché, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Ouais, on n'y est toujours pas. Hein. Et puis si l'Europe donne son accord, c'est quelque chose qui peut aller très vite. Hein. Dès 2027, ça serait opérationnel. Donc c'est quand même pas un projet dans 20 ans, 30 ans, mais tout de suite. Donc, mais vous y croyez ça ? Est-ce que la Commission a changé d'état d'esprit véritablement honnêtement, ça va être un très bon crash test. Ça va être un vrai test. On connaît le calendrier de passage devant, vous dites 2027. Hein. 2027 opérationnel. Si le groupe, si Bromo voit le jour, vraiment, on est sur un calendrier 2027, mais c'est un très très bon test pour voir si le monde a changé, c'est-à-dire si la lucidité de Bruxelles s'est améliorée sur ces dossiers-là. Et je le dis, je le répète, c'est un dossier extrêmement profond. Parce que d'abord, derrière, c'est des technologies, des filières entières, le spatial, et qui se connectent évidemment avec la défense, sur lequel on a très bien mesuré tous ensemble quand il y a eu ce moment de vertige au printemps dernier avec Donald Trump et ses droits de douane. On a très bien compris ce qu'était la dépendance technologique à ce moment-là. On l'a mesuré tous, c'est-à-dire de se dire tiens, c'est marrant, j'ai mon cloud chez Amazon, tiens, c'est marrant, mais les mails de ma boîte sont sur Gmail et tout ça. C'est-à-dire que quand dans un monde qui change, si l'Europe ne se dote pas de certaines technologies qui sont des technologies clés, ça va être très très compliqué. Et je n'ai pas juste une lecture militaire, c'est-à-dire que c'est dans beaucoup de domaines, y compris des domaines qui sont des domaines régaliens ou des domaines majeurs comme la santé, où si l'Europe n'accélère pas dans les 2-3 ans qui viennent en prenant des initiatives fortes, en permettant à l'économie de se libérer finalement, c'est ça que vous dites. C'était tout le propos du rapport Draghi dont on a appliqué que 14% des mesures pour l'instant. Sachant qu'il y a déjà eu des rapports dans les années 60, Rueff Farman qui disait exactement la même chose. Mais là, il s'agit quand même de sécurité nationale. Voilà, exactement, on ne fait que de répétition. Là, il s'agit de télécommunications, de sécurité nationale. C'est vraiment nous l'Europe. Donc c'est vraiment un projet crucial, primordial, et il faut que ça marche. Ouais. Prochain budget européen pluriannuel va consacrer 50 milliards d'euros au spatial. Ouais. Bon, c'est 15 aujourd'hui. Ouais. On est encore très loin de ce qui se pratique. C'est un enjeu, ce que vient de dire Sophie, est majeur. C'est-à-dire que le spatial fait partie des enjeux clés en termes de maîtrise de d'abord tout ce qui est télécommunication est devenu clé aujourd'hui pour les entreprises. Il suffit de voir le fait que Amazon, le cloud d'Amazon tousse un peu il y a quelques jours pour avoir des services. C'est le monde entier qui s'enrhume. Oui, mais c'est beaucoup de services. Et puis après, il y a tout à l'inverse. Et puis c'est géopolitique. On a vu en Ukraine que Tesla avait aussi le pouvoir, les Américains au sens large, d'arrêter le bouton des satellites. Et là, du coup, sur le sol, tout le monde se retrouve sans rien. Et c'est aussi, potentiellement, ce sont des guerres économiques. La facture de Jaguar là, est tombée sur ces cyberattaques. C'est du chiffrage en milliards, c'est-à-dire le fait d'avoir son
usine arrêtée par une cyberattaque. C'est des filières entières. Hein. J'ai pas envie d'agiter comme ça des chiffons pour faire peur. Non, mais c'est une question de lucidité. C'est voir quelles sont les conséquences, effectivement, aujourd'hui, à mettre. Aujourd'hui, dans la lutte de pouvoir, c'est terminé le temps de ponts espions à Berlin avec des échanges et tout ça. Non, ces images-là, on est dans une période de guerre économique réelle, avec des acteurs, la Chine d'un côté, Sophie en parlait très bien de l'autre côté, Donald Trump qui a signifié que la réussite des États-Unis passait pas forcément par la réussite de ceux qui étaient ses amis autrefois. À l'Europe de se débrouiller dans plein de dossiers, y compris sur le militaire. Si l'Europe ne répond pas en plan technologique et si on reste dans cette dépendance sur des domaines clés que sont le numérique, on en est quand même à 25 ans de retard. Là, on est en pleine colonisation numérique. Hein. C'est vrai que mais c'est un enjeu majeur. Mise beaucoup sur Mistral, mais les entreprises et les entreprises le voient. À innover. Si on n'a plus de capacité à innover, plus d'autonomie et d'indépendance, on aura vraiment du mal à survivre. Donc c'est vraiment crucial ce projet. Bon, et on discute de taxes Zuckman en attendant. C'est le mauvais sujet. Le budget français va se jouer un peu là-dessus dans les 2 prochains jours. Le décalage entre les enjeux qu'on évoque ici et les sujets politiques sur la table à l'Assemblée nationale aujourd'hui semble totalement... Ah oui, c'est lunaire. J'ai l'impression que ces gens de la taxe Zuckman, ils ne sont pas dans le monde de l'entreprise. Moi, je les invite, s'ils veulent venir bosser chez moi, venir voir ce que c'est qu'une journée de travail. Ils vont peut-être se rendre compte que... Le travail, ils doivent connaître. Moi, j'aime faire cette proposition. Je trouve que tous les grands patrons devraient embarquer 4-5 députés avec eux en roadshow pour voir ce que pensent les investisseurs internationaux, l'image de la France à l'international et de voir comment ces grands patrons doivent vendre leur entreprise française. Et quels sont les salaires des patrons aujourd'hui? Ils seront un peu étonnés de voir que certains patrons n'arrivent même pas à finir leur fin de mois et ne se payent pas parce qu'ils payent leurs salariés en priorité. Et pourquoi le patronat ne lance pas des initiatives en ce sens? Le patronat lance sans arrêt des initiatives, mais nous, on n'est pas à aller dans la rue et à bloquer et à casser les entreprises. On est là pour qu'elles avancent, et pour qu'elles avancent, il faut être chez nous au travail. On propose des choses, mais on n'est pas écouté. C'est clair. En tout cas, c'est pas en taxant les patrons qu'on va faire avancer la France. Ça, c'est clair.